Bienvenue à cette conférence qui va porter sur la notion d'espèce. Alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Lila, je produis du contenu de vulgarisation sur les luttes sociales et l'esprit critique sous le nom de Réfuté sur les réseaux sociaux. Pour préciser, moi je suis formée en architecture et en sociologie à la base, donc les sciences naturelles, c'est pas mon domaine. Mais pour produire cette conférence, je me suis évidemment appuyée sur les travaux de philosophes de la biologie, de biologistes, et puis aussi de sociologues et de psychosociologues pour la seconde partie. Et toutes les sources sont à la fin. Alors l'espèce, c'est un concept qui est très répandu, notamment quand on parle de spécisme et d'antispécisme. Peut-être pour rappel, l'antispécisme, c'est l'opposition à l'idéologie spéciste ou spécisme, qui est souvent décrit comme la discrimination arbitraire et l'oppression basée sur l'espèce. Mais du coup, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est, cette notion d'espèce ? Vous avez sûrement une vague idée, un peu comme tout le monde, mais on va voir que quand on creuse un peu, c'est une notion qui est beaucoup moins évidente qu'il n'y paraît. Alors je vais commencer par présenter l'espèce du point de vue naturaliste, c'est-à-dire dans des domaines comme l'écologie, la biologie, la paléontologie. Je vais présenter différentes conceptions de l'espèce qui sont utilisées dans ces domaines et leurs limites respectives, et puis les problèmes que ça pose aussi. Puis je présenterai l'approche sociologique, où j'aborderai la question de la perception des autres animaux, avant de conclure notamment sur des enjeux stratégiques vis-à-vis de la lutte antispéciste. Alors pour les questions, je préfère que vous les gardiez pour la fin, mais si jamais vous êtes perdu à un moment donné, si je dis un truc pas clair ou quoi, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Je préfère qu'on prenne un petit peu plus de temps pendant la conférence, mais que tout le monde puisse suivre. Ok, alors c'est parti pour l'approche naturaliste. Je vais commencer juste par un rapide rappel sur la théorie de l'évolution, pour qu'on soit raccord là-dessus. Donc depuis Darwin au XIXe siècle, on sait que les lignées d'individus, elles changent au fil du temps. Sur les schémas, les points blancs que vous voyez, c'est des individus, et les traits, c'est des relations de parenté. Donc tout simplement, des parents engendrent une descendance. En zoomant, ça donne ça. Donc chez les individus, des variations se produisent par hasard, dans tous les sens, et certaines variations peuvent entraîner des nouveaux caractères. Certains caractères sont avantageux pour la reproduction du porteur, par exemple en attirant plus de partenaires grâce à un plumage plus coloré, en ayant davantage accès à la nourriture grâce à la coopération, en se camouflant mieux dans un milieu particulier, etc. Et comme cet individu se reproduit mieux, il va transmettre ses nouveaux caractères à une plus grande descendance, qui va à son tour avoir plus de bébés, et ainsi de suite. Et à l'inverse, les individus les moins aptes, ils meurent avant de pouvoir faire beaucoup de bébés ou avant de se reproduire tout court, et ils transmettent moins leurs gènes. Et c'est comme ça que des caractères avantageux se répandent dans une population jusqu'à devenir la norme. Et ce tri entre les individus les plus aptes à se reproduire et ceux qui le sont moins, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et c'est ce phénomène, entre autres, qui fait que les populations évoluent dans le temps. Alors un truc à comprendre, c'est que l'évolution, elle n'est pas finaliste. Il n'y a pas un but vers lequel les individus seraient guidés. L'évolution, c'est juste une succession de variations hasardeuses qui sont ou non sélectionnées en fonction des avantages à la reproduction qu'elles présentent pour les porteurs. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près OK pour tout le monde ? OK, donc maintenant la question c'est qu'est-ce que l'espèce vient faire là-dedans ? Alors intuitivement, une espèce, c'est un groupe d'individus qui est distinct d'un autre. Les humains sont clairement différents des chats, donc on fait deux groupes et on appelle ça des espèces. Sauf que ça marche si on regarde l'espèce à un instant T. Par exemple, sur les populations actuelles. Ici, j'ai écrit espèce A, espèce B, espèce C, parce qu'a priori, elles sont suffisamment distinctes pour qu'on les perçoive comme des espèces différentes, comme les chats et les humains actuels. Mais si on remonte dans le temps, donc si là on va vers le bas du schéma, on se rend compte que ces groupes qu'on appelle espèces, ils sont découpés arbitrairement. Si on remonte aux ancêtres des chats, il y a un moment où on va arrêter d'appeler ça des chats. Et d'autant plus si on remonte au moment où ils pouvaient se reproduire avec les ancêtres des humains. C'est ni vraiment des chats, ni vraiment des humains. Et du coup, à quel moment on nomme les nouveaux groupes espèces félines et espèces humaines et on ferme le groupe de leurs ancêtres communs et sur quels critères ? C'est ça la question. Parce qu'il n'y a pas plus de différence entre deux individus qui sont séparés par une ligne rouge et deux individus de générations différentes qui sont dans ce groupe. Et donc on peut soutenir avec ça que l'espèce, c'est une vue de l'esprit, c'est une convention de langage. C'est nous qui avons besoin de nommer les portions de la généalogie du vivant pour ne pas avoir à donner un prénom à chaque individu. En gros, on fait des cases. Cette conception des espèces, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. Donc les espèces n'existent que dans nos têtes. C'est des mots, des conventions sociales qu'on pose sur des groupements d'individus pour pouvoir en parler.
Elle s'oppose à la position réaliste, qui est plutôt la position historique, qui postule que les espèces existent comme entités réelles ou naturelles, comme son nom l'indique. Mais la question, du coup, c'est comment on fait ces groupes? Sur quels critères? En bref, c'est quoi une espèce? Et ça, c'est ce qu'on appelle le problème des espèces, et on va voir que c'est des questions qui sont vraiment pas simples et qui font débat. Alors Darwin lui-même pensait que c'était pas possible de réellement définir l'espèce. Il disait que ça revenait à essayer de définir l'indéfinissable. Aujourd'hui, on a de 20 à 30 définitions de l'espèce, voire plus, selon comment on compte. Et non seulement il y a plusieurs définitions, mais en plus, chaque définition a ses limites et pose des problèmes d'application spécifiques. C'est ce qu'exprime cette citation de Richards. On a plein de concepts différents, mais aucun ne semble convenir. Et ces concepts découpent le monde de façon incohérente, sans qu'on puisse trancher sur quelle option serait la meilleure. Alors je ne vais pas présenter chaque définition et les critiques qu'on peut en faire, parce que ce serait extrêmement long, mais pour vous donner une vue d'ensemble, on peut les répartir en 4 catégories, et je vais donner 1 ou 2 exemples par catégorie. D'abord, on a donc la conception essentialiste de l'espèce. Dans cette idée, qui a été largement promue par Linné, un groupe constitue une espèce parce que tous les individus qui en font partie sont porteurs d'une essence commune qui est différente de celle des autres espèces. Les chiens sont des chiens parce qu'ils portent l'essence de chien qui est différente de l'essence des chats ou de l'essence des baleines. Cette conception, c'est une conception qui est réaliste et fixiste, c'est-à-dire qu'elle implique de voir les espèces comme des groupes naturels et immuables qui n'évoluent pas. Et donc les différences entre les individus, comme une variation dans la couleur du pelage ou dans la taille, sont considérées comme des anomalies, des imperfections lors de la matérialisation de l'essence. Cette conception, elle s'est pas mal développée dans un cadre religieux avec une base créationniste, donc l'idée que toutes les créatures ont été créées par Dieu, et elle est pensée selon une logique de hiérarchie cumulative, c'est-à-dire que chaque niveau a telle ou telle caractéristique en plus que le niveau inférieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le scalisme, où un rang donc cumule des propriétés supplémentaires par rapport au précédent. Et ça tombe bien, ça s'accommode quand même vachement très très bien d'une hiérarchie morale. Sur l'illustration, on voit tout en bas les minéraux, les plantes, puis les animaux non humains, les humains, les anges, et puis Dieu tout en haut. Pour organiser tout ça, notre Linné préféré, il a inventé un système de classification qu'on appelle donc la systématique classique ou linnéenne et qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est sûrement celle que vous avez vue à l'école avec règne, embranchement, classe, etc., etc. Cette conception essentialiste, elle a été développée dans l'Antiquité, puis comme j'ai dit, elle a été répandue par Linné jusqu'au XIXe siècle, donc on a vraiment un très très long héritage, mais elle a été mise à mal par la théorie de l'évolution, quand on a compris que de petits changements graduels s'accumulent et que les populations changent dans le temps. Aujourd'hui, en principe, on ne raisonne plus en termes de hiérarchie. Ça n'a aucun sens de dire que des espèces sont supérieures ou plus évoluées que d'autres. Toutes les espèces actuelles sont au même stade de l'évolution, d'où la représentation en forme de buisson. Donc la conception fixiste et essentialiste de Linné, c'est ciao, en théorie du moins, parce qu'on verra qu'on s'en débarrasse quand même pas si facilement. Alors, la deuxième catégorie, c'est les conceptions qui sont basées sur les similitudes. C'est par exemple la définition morphologique de l'espèce. Ça, c'est simplement la formalisation du raisonnement intuitif qu'on peut avoir. Si 2 individus se ressemblent, ils font partie de la même espèce. Si 2 individus sont très différents, ils font partie d'espèces différentes. D'ailleurs, comme l'essence, elle n'était pas directement observable, Linné et les autres scientifiques pré-darwiniens, ils se basaient sur une conception morphologique, ou plus exactement typologique de l'espèce, c'est-à-dire l'idée qu'un individu appartient à une espèce s'il ressemble à l'individu type de cette espèce. Aujourd'hui, on s'est en théorie débarrassé de l'essentialisme, mais on utilise encore parfois le concept morphologique de l'espèce. Sauf que cette définition, comme toutes les autres, elle fait face à plusieurs problèmes. Alors, premièrement, on a le problème du polymorphisme. Au sein d'un même groupe qu'on peut qualifier d'espèce, il peut exister des formes très différentes. Un cas assez courant, c'est celui du dimorphisme sexuel, où les mâles ne ressemblent pas du tout aux femelles. C'est ce qu'on peut observer, par exemple, chez les paradisiers rouges ou chez les grands éclectus. Le polymorphisme, ça existe aussi entre les jeunes et les adultes chez certaines espèces, typiquement chez les papillons ou chez les grenouilles. Et dans ce cas-là, si on appliquait le concept morphologique à la lettre, on devrait arriver à la conclusion qu'un individu change d'espèce au cours de sa vie. Bon, ce qui est un peu embêtant. À l'inverse, il se pose le problème du mimétisme. Il arrive que des individus d'une espèce A ressemblent physiquement aux individus d'une espèce B. Donc ici, par exemple, on a 3 serpents qui sont classés dans 3 espèces différentes et qui pourtant sont presque indistinguables à l'œil nu.
On peut aussi parler des complexes d'espèces cryptiques, donc qui sont des groupes qui sont littéralement indiscernables du point de vue morphologique, mais qui pourtant sont classés comme espèces différentes sur la base d'autres définitions de l'espèce. C'est le cas d'un petit insecte qui s'appelle l'aleurote du tabac, et pendant longtemps, il a été considéré comme une seule et même espèce. Et aujourd'hui, on considère qu'il existe jusqu'à 48 espèces différentes d'aleurote du tabac. Donc on a quand même un grand écart. Et cette conception, elle pose aussi la question philosophique, enfin un problème d'ordre philosophique. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit que quelque chose est similaire à ou différent d'eux? Parce que selon les critères qu'on choisit, on peut toujours trouver des ressemblances et des différences entre deux choses. Ok, une troisième catégorie de conception, c'est celle basée sur les processus évolutifs. Dans la définition morphologique, on se focalise sur les différences, alors qu'ici, on se focalise sur les mécanismes qui expliquent ces différences. L'exemple typique, c'est la définition biologique de l'espèce. C'est la plus répandue et c'est d'ailleurs celle qu'on voit à l'école. Dans cette définition, deux individus appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile, et deux espèces différentes sont nommées quand les individus ne peuvent plus se reproduire entre eux, c'est-à-dire quand il y a isolement reproductif. Mais là encore, on fait face à quelques limites. Alors premièrement, c'est difficilement applicable dans le cas des populations éteintes, puisqu'on ne peut pas tester l'interfécondité. On a quelques fossiles qu'on a trouvés en train de littéralement baiser, mais voilà, à part ça, ça devient compliqué. Et en plus, ça exclut les organismes qui ne se reproduisent pas par reproduction sexuée, ce qui représente en fait l'immense majorité du vivant. Et d'ailleurs, les défenseurs historiques du concept biologique le disent explicitement. Ils considèrent que la notion d'espèce ne s'applique pas aux organismes qui fonctionnent par reproduction asexuée. Et même si on s'en tient aux populations sexuées, on a certains cas où il y a des incohérences au sein même de la définition biologique de l'espèce. C'est le cas typiquement des espèces en anneaux. Alors, pour préciser, il y a débat sur l'utilisation du terme d'espèces en anneaux, mais bon, ici on s'en fiche. Donc vous avez 7 populations de goélands qui sont réparties autour du pôle Nord, qui constituent un obstacle. Et la population 1 peut se reproduire avec la 2 avec la 3 avec la 4, ainsi de suite. Mais la population 7 et la population 1 ne peuvent pas se reproduire ensemble. Donc selon la définition biologique, toutes les populations devraient constituer une seule et même espèce, puisqu'il y a une interfécondité entre elles. Mais les populations 1 et 7, qui sont donc le goéland argenté et le goéland brun que vous voyez là, devraient être considérées comme des espèces différentes. Problème. Le concept biologique, il rencontre aussi des problèmes face à l'hybridation. Les loups et les coyotes, par exemple, ils peuvent se reproduire, et les hybrides, qui sont appelés coy-loups, donc c'est l'image que vous voyez là, sont aussi fertiles, voire même plus que les parents. Mais les loups et les coyotes sont quand même considérés comme deux espèces distinctes, parce qu'on considère que les deux populations maintiennent des différences importantes. Et ça, en fait, ça questionne le concept biologique, parce que je rappelle qu'il prétend expliquer les différences par l'isolement reproductif. Pourtant, là, on a deux populations qui se reproduisent, mais qui sont quand même suffisamment différentes pour qu'on les considère comme des espèces distinctes. Donc ça montre que le critère de l'isolement reproductif, il n'explique pas toujours à lui seul l'apparition et le maintien des différences. Donc il y a un problème. On a aussi le cas des ours bruns et des ours polaires qui donnent des pislis aux gros lards. C'est très drôle comme nom. Et donc ici aussi, les deux groupes peuvent se reproduire, avoir une descendance fertile dans certains cas. C'est beaucoup plus rare que chez les coy-loups, mais ça existe. Mais on considère que c'est quand même deux espèces distinctes parce qu'elles maintiennent leurs différences malgré leur interfécondité. Alors ici, ces différences, elles s'expliquent au moins en partie par le milieu et le mode de vie des deux populations. Donc les ours polaires, ils dépendent plutôt des écosystèmes marins, alors que les ours bruns, ils s'occupent plutôt des forêts tempérées, d'où les pelages blancs et bruns qui permettent de se camoufler dans chaque milieu. Et cette définition de l'espèce par le milieu occupé, c'est ce qu'on appelle le concept écologique de l'espèce, qui dit que deux espèces sont distinctes l'une de l'autre si elles occupent des niches écologiques différentes. Mais là aussi, on a des sérieuses limites. Alors déjà, il existe plusieurs définitions d'une niche écologique, et même en admettant qu'on se mette d'accord sur une définition, on se retrouve à nouveau face au problème de la similarité. Alors, comme pour le concept morphologique, X peut toujours être différent et similaire à Y en fonction des critères qu'on choisit. Ce concept, il est aussi embêté par les métamorphoses, par exemple la chenille qui se transforme en papillon. Ils ne s'occupent pas du tout de la même niche écologique, ils ne vivent pas au même endroit, ils ne consomment pas les mêmes choses, ce qui voudrait dire que selon cette définition, un même individu devrait changer d'espèce au cours de sa vie. Et finalement, il y a le problème de la compétition qui mène à l'extinction. Alors, dans certains cas, par exemple avec ces fourmis, deux populations sont en concurrence pour l'occupation du même milieu et des mêmes ressources, c'est-à-dire pour la même niche écologique.
Et à terme, si une population prend le dessus sur l'autre, ça peut mener à l'extinction de la deuxième population. Mais si on suit la définition écologique, on devrait en arriver à la conclusion logique qu'il s'agissait en fait que d'une seule et même espèce, puisqu'elles occupaient la même niche écologique. Finalement, on a les conceptions basées sur l'histoire évolutive. C'est la dernière que je présente. Donc c'est le cas du concept cladistique de l'espèce. Alors c'est un peu plus compliqué, mais l'idée, c'est qu'on peut retracer l'histoire évolutive des lignées. C'est-à-dire qu'on peut remonter mentalement dans le temps pour repérer à quel moment les lignées se sont séparées et différenciées, ce qu'on appelle la spéciation. Et on peut constituer comme ça un arbre phylogénétique. Donc à partir de là, avec cette définition, on définit les espèces comme des sections de cet arbre. Par exemple, là, les groupes B1, B2 et B3, c'est une seule espèce du point de vue cladistique. Sauf que cette définition, déjà, elle a des conséquences contre-intuitives. Si une population change très fortement, mais de façon graduelle, on devrait admettre que c'est toujours la même espèce. Par exemple, si des écailles apparaissent progressivement sur toute une espèce de chauve-souris, on devrait admettre que les chauves-souris avec écailles appartiennent à la même espèce que leurs ancêtres sans écailles. Alors pour préciser, c'est quand même très invraisemblable qu'il y ait de tels changements sans spéciation, mais on devrait accepter ces conséquences au moins théoriquement. A l'inverse, si une partie d'une espèce se retrouve isolée et évolue jusqu'à constituer ce qu'on pourrait appeler une nouvelle espèce d'un point de vue morphologique, l'espèce initiale sera considérée comme éteinte et on devra nommer 2 nouvelles espèces, alors qu'une des 2 est très similaire à l'espèce initiale. Là, les membres du groupe A et ceux du groupe B3 pourraient être quasiment indiscernables, et pourtant ils seraient classés dans 2 espèces différentes parce que le groupe C a émergé à partir du groupe A. Ceci dit, ces conséquences, elles nous semblent contre-intuitives parce qu'on a tendance à se baser intuitivement sur la morphologie. Mais on peut simplement refuser le concept morphologique de l'espèce, comme le fait Ridley, donc qui est l'inventeur du concept cladistique, et admettre que les changements morphologiques ne définissent pas les espèces. Mais le concept cladistique, il pose un autre problème plus spécifique. Je vous ai dit au début qu'il faisait appel à la notion de spéciation. Sauf que pour définir la spéciation, faut d'abord être au clair sur ce qui différencie 2 espèces. Et donc, on se retrouve dans une forme de problème circulaire où le concept cladistique, il doit s'appuyer sur d'autres concepts de l'espèce pour être défini. Bon. Alors, je vous ai mis ici un récapitulatif des 5 conceptions qu'on vient de voir et de leurs limites respectives, mais l'essentiel à retenir, c'est qu'il existe plusieurs définitions, que toutes posent des problèmes et qu'on n'arrive pas à trancher sur celles qu'il faudrait garder. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde jusque-là ? OK, parfait. Et ce problème des espèces, c'est pas juste une question anecdotique. En fait, il y a des conséquences très concrètes en sciences. En fonction du concept qu'on utilise, on se retrouve avec des résultats différents sur le nombre d'espèces et donc la taille des populations, les aires de répartition et ainsi de suite. Une publication de 2001 explique par exemple qu'on trouve, selon les définitions utilisées, de 9 000 à 20 000 espèces d'oiseaux dans le monde. Donc on est à plus du qui tout double, quoi. Sans compter qu'on peut utiliser un concept à un moment donné, puis un autre plus tard, ce qui redéfinit les taxons d'espèces, même quand les populations ne changent pas. Et ce qui rend en fait ce qui crée une certaine instabilité dans la classification scientifique. Et évidemment, avoir une telle variation dans le décompte des populations, ça a des répercussions très concrètes dans le cadre des politiques de conservation de l'environnement, qui se basent très souvent sur la notion d'espèce. Sauf que vous vous en doutez, après tout ce qu'on a vu, se baser sur l'idée actuelle d'espèces dans le cadre de politiques écologistes, c'est quand même assez douteux, à la fois d'un point de vue scientifique, c'est ce qui a été notamment critiqué par une publication de Rayden, et d'un point de vue philosophique ou éthique, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, en résumé, c'est la merde. Et en plus, ça va pas du tout en s'arrangeant. Ça fait des décennies que le débat dure et il y a juste de plus en plus de définitions. Alors la question logique que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on gère ces multiples définitions et comment on pourrait résoudre ce problème qui dure depuis des plombes ? Alors actuellement, ce que font les scientifiques, c'est qu'elles classent en faisant appel à différents critères en fonction du contexte, des questions qui sont posées et des besoins. Quand on étudie la génétique et la génomique, on utilise plutôt comme critère d'assignation l'interfécondité, mais pour les fossiles ou la conservation, par exemple, ce ne sera pas le cas. En bref, ça dépend. Il n'y a pas de position unanime, même s'il y a certaines tendances. Donc ça, c'est une publication qui est sortie en 2021, qui a interrogé des chercheurs et chercheuses sur 16 concepts d'espèces différents pour savoir lesquels ils utilisaient en majorité. Et on voit globalement que c'est assez varié, quoi.
Donc l'une des propositions face à ça, c'est tout simplement d'abandonner le concept d'espèce et de remplacer la classification linéenne, donc qu'on a vu tout à l'heure, qui est mal adaptée à une approche évolutionniste puisqu'elle s'est développée dans un cadre fixiste et créationniste. Il y a notamment le phylocode qui a été proposé, qui est donc un système de classification sans rang, et certaines chercheuses pensent qu'on devrait se débarrasser de tous les rangs, y compris celui de l'espèce. Donc là, on voit cette pratique, donc l'application de l'espèce en tant que type spécial de taxon, devrait donc être éliminée, ou le rang d'espèce doit disparaître. Et ce qu'ils proposent d'utiliser, c'est par exemple plutôt le LITU ou le SNARC. L'idée, c'est de remplacer le rang actuel d'espèce par juste l'idée de LITU ou de SNARC, donc l'unité taxonomique la moins inclusive, taxon terminal, ou les plus petits clades nommés et enregistrés, ce qui permettrait plus de stabilité, de se débarrasser du concept d'espèce qui pose certains problèmes. Donc voilà, c'est une proposition qui existe. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, et ce n'est pas aussi la seule proposition, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a certains scientifiques qui prônent l'abandon du concept d'espèce. Donc voilà ce qu'en disent les chercheurs et chercheuses en sciences naturelles et en philosophie de la biologie. Mais dans la vie de tous les jours, on ne se préoccupe pas de tout ça. Pourtant, on parle bien d'espèces. Du coup, c'est quoi l'espèce pour le grand public ? Ça, c'est la question qu'on va creuser dans cette deuxième partie. Et ça tombe bien parce que j'ai un échantillon devant moi. Donc je vous propose de jouer à un petit jeu, c'est assez rapide. Pour chaque slide, je vais juste vous demander de voter à main levée sur combien d'espèces il y a. Soit une, soit deux, soit plus de deux. Alors la première manche, on a donc 3 groupes qui sont représentés et le but c'est de dire combien d'espèces ils constituent. Qui c'est qui vote pour une espèce ? Ok, relativement minoritaire. Qui c'est qui vote pour 2 espèces différentes ? Ok. Et qui c'est qui vote pour 3 espèces différentes ? Ok, donc la majorité c'est 2. En fait, il n'y en a qu'une seule. Mais depuis 2005 seulement, parce qu'avant on classait le loup et le chien dans 2 espèces différentes, et maintenant on considère que le chien est une sous-espèce du loup. Donc il y a eu un changement. Deuxième manche, alors on a 4 girafes, combien elles constituent d'espèces ? Est-ce qu'elles constituent une seule espèce qui vote pour une seule espèce ? Ok, ça devient assez majoritaire. Qui vote pour 2 espèces ? Ok, très minoritaire là. Et qui vote pour 3 ou 4 espèces ? Très très minoritaire donc. Ok, alors vous avez dit une espèce en majorité. En fait, il y en a 4, mais depuis 2021 seulement. Avant, vous auriez pu dire une, vous auriez eu raison. Donc en fait, depuis 2021, on estime qu'il y a des différences génétiques qui ont été observées qui sont suffisamment importantes pour distinguer 4 espèces. Voilà, avant on avait une espèce et 9 sous-espèces, je crois, de mémoire. Et maintenant, voilà, je ne sais plus combien il y en a, mais en tout cas, là, c'est 4 espèces différentes. Ok, les petits crabes. Alors, là, c'est soit une, soit 2. Il va y avoir que 2 manches. Donc, nos 2 crabes. Qui c'est qui vote pour une seule espèce ? Donc, ces 2 individus appartiennent à la même espèce. Ok. Et qui c'est qui vote pour 2 espèces différentes ? Petite majorité pour 2 espèces, je pense, mais c'est assez équilibré. Ceux qui ont dit Dieu, vous avez raison, mais c'est même 2 genres différents, en fait. Alors, voilà, on est à un niveau au-dessus. En fait, les crabes, il y a un truc assez particulier. En biologie, il y a un phénomène qui s'appelle la carcinisation. Donc, il se trouve que la forme de crabe, entre guillemets, c'est-à-dire une forme aplatie avec une carapace, il y a d'autres caractéristiques, mais c'est l'idée, elle procure certains avantages dans pas mal de milieux. Et donc, les crustacés ont tendance à converger vers cette forme. Donc, en fait, ce qu'on appelle crabe, c'est composé de plein d'espèces différentes et même de genres et de familles différentes. C'est vraiment un gros bordel. Ok, et la dernière manche, on a des petites salamandres. Alors, on va faire 1, 2 ou plus de 2. Alors, qui c'est qui vote pour une seule espèce ? Ok. Qui c'est qui vote pour 2 espèces ? Très minoritaire, ok. Et qui c'est qui vote pour plus de 2 ? Ok, j'ai l'impression que c'est à peu près équilibré entre 1 et plus de 2. En fait, c'est un peu compliqué. Mais là, pour l'instant, c'est une. En gros, c'est une espèce en anneau, comme on a vu sur les goélands tout à l'heure. Donc ici, vous avez les aires de répartition. Donc là, je ne sais pas ce que c'est comme obstacle, mais vous avez un obstacle. Et du coup, vous avez 7 populations qui se répartissent autour de cet obstacle et qui sont considérées comme une seule espèce. Mais du coup, les 2 dernières populations ne peuvent pas se reproduire entre elles, même si elles peuvent échanger des gènes par l'intermédiaire de tous les autres. Ok. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que premièrement, nos intuitions, elles ne sont pas toujours très bonnes. Et donc, notre taxonomie, elle peut être différente de la taxonomie scientifique. Et c'est assez normal, en fait. Déjà parce qu'on l'a vu, même les scientifiques ne sont pas toujours d'accord entre eux. Et surtout, sans connaissance spécifique, on se base sur ce à quoi on a accès, c'est-à-dire l'apparence physique, qui n'est pas forcément corrélée à l'espèce telle qu'elle est définie en biologie.
On peut même dire qu'on a une vision typologique de l'espèce. Quand je vous parle d'une girafe, vous imaginez probablement un truc jaune avec des taches marron et un long cou, et si ça ressemble à cet individu type, vous le mettez dans la même espèce, à moins que vous soyez spécialiste des girafes. Et donc surtout, deuxièmement, les groupements qu'on fait et qui servent de support au spécisme, ils ne sont pas nécessairement corrélés à l'espèce, aux sciences biologiques du terme. Le fait qu'il y ait eu des changements de classification en 2005 pour Canis lupus et en 2021 pour les girafes, ça a probablement rien changé à votre classification intuitive et à votre perception de ces individus. Et c'est là en fait où c'est pertinent de parler de l'approche sociologique de l'espèce. Alors plus précisément, on regroupe les autres animaux à différents niveaux. Premièrement, au niveau collectif, donc on distingue les humains et les animaux, ou plutôt l'humain et l'animal. C'est cette distinction générale humain-animal qui sous-tend le suprémacisme humain, c'est-à-dire le spécisme qui favorise les êtres humains au détriment de tous les autres. D'un point de vue naturaliste, elle n'a pas de sens, cette distinction. Les humains sont des animaux, biologiquement. Et donc, on parle bien d'une distinction sociale entre humains et animaux. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur ce point-là, je vous renvoie vers les travaux d'Axel Pleyoubror et de Silko. Je vous en parlerai un petit peu avant les sources. Et deuxièmement, donc, on fait des groupements plus petits, qui peuvent ou pas être corrélés avec les groupements biologiques. Donc, on a bien là aussi des groupes sociaux. Ces catégorisations plus fines, elles soutiennent la hiérarchisation des animaux non humains entre eux, c'est-à-dire le spécisme entre ce qu'on appelle communément des espèces, en disant par exemple les chiens sont supérieurs aux poules. Alors, on manque de données, il y a des difficultés spécifiques pour dire c'est quoi précisément ces niveaux plus fins, mais pour des personnes novices dans des sociétés industrialisées, on peut proposer un découpage en 3 niveaux. Des groupements généraux, par exemple les poissons, qui est un groupe qui n'est pas reconnu en phylogénétique, mais qu'on utilise quand même, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les insectes, etc. Un niveau générique, par exemple, les chiens, les loups, les girafes, les poules ou les canards, pareil, qui est un terme vernaculaire qui regroupe en fait plusieurs genres, ou les crabes d'ailleurs. Ça, c'est le niveau de base de ce qu'on appelle la taxonomie naïve. Donc, c'est ici qu'on pense être au niveau de l'espèce, ce qu'on pourrait appeler l'espèce perçue. Mais comme on a une vision très typologique, dans les faits, il semble que ça corresponde plus au genre dans la taxonomie scientifique qu'à l'espèce, voire parfois à des parties de famille ou d'ordre. Et finalement, un niveau spécifique qui correspond plus ou moins aux espèces ou aux sous-espèces scientifiques, mais pas toujours. C'est là, par exemple, qu'on va faire des différences entre les Saint-Bernard et les Chihuahuas. Comme ces groupements, ils dépendent de la culture, des connaissances, de notre familiarité avec tel ou tel animal, si vous êtes un expert des girafes, ça peut varier d'une personne à l'autre, voire d'un contexte à un autre pour une même personne, mais c'est surtout pour vous montrer que ce qu'on appelle espèce dans la vie de tous les jours, donc l'espèce perçue, ça peut en fait désigner des groupements qui sont très variés et qui ne correspondent pas nécessairement au niveau de l'espèce biologique. En bref, la frontière entre ces groupements non humains qu'on fait, elle est sur le plan sociologique aussi une construction sociale. À ces groupes non humains, on associe des stéréotypes, c'est-à-dire des croyances à propos de leurs caractéristiques qui s'appliquent par défaut à tous les individus qu'on classe dans ce groupe. Par exemple, on a l'idée que les animaux sont guidés par leur instinct, que les poissons sont stupides ou qu'ils ont une mauvaise mémoire, que les requins sont dangereux ou que les chihuahuas sont plus idiots que les Saint-Bernard. Et j'insiste, ces groupements ne correspondent pas nécessairement à l'espèce taxonomique. Par exemple, on valorise les colombes parce qu'elles représentent la liberté, la beauté, mais en parallèle, on méprise les pigeons, qui sont considérés comme sales et embêtants, qui font même l'objet de campagnes de chasse, alors que c'est la même espèce. En fait, les colombes, c'est juste des pigeons blancs, ou les pigeons, c'est juste des colombes colorées. Autre exemple, le fait de s'opposer à la chasse des sangliers, mais de manger des cochons, alors que selon la définition qu'on prend, c'est là aussi la même espèce. Ou encore une fois, l'exemple du chien et du loup, qui ne sont pas du tout perçus et traités de la même manière, mais qui pourtant appartiennent à la même espèce. Donc en bref, on peut analyser les autres animaux comme des groupes sociaux qui occupent un statut social particulier, c'est-à-dire une place dans la société, et qui se voient attribuer certains stéréotypes. Et on va se pencher un peu sur les conséquences de ces stéréotypes. Alors on sait que les stéréotypes qu'on a sur les groupes humains ont des répercussions sur les comportements qu'on a à leur égard. Par exemple, dans le cas du racisme, on sait qu'adhérer à des croyances raciales fausses, comme le fait que les noirs ont la peau plus épaisse que les blancs, ça amène à sous-estimer la douleur et à moins bien soigner les personnes noires. Et en fait, on retrouve des cas similaires dans les stéréotypes à l'égard des non-humains. C'est-à-dire que notre perception d'autrui influence la façon dont on le traite. Par exemple, le grand public et les vétérinaires ont tendance à penser que les différentes races
entre guillemets, de chiens ne sont pas toutes aussi sensibles à la douleur, alors qu'on n'a littéralement aucune raison de penser ça, et ça peut les amener à traiter différemment la douleur des individus. Une autre étude qui a été faite en 2007 a montré que les gens qui sont confrontés à la vidéo d'un berger allemand agressif par rapport à un individu plus sociable vont être moins enclins à adopter ce berger allemand, mais ils vont aussi être moins enclins à adopter tous les autres bergers allemands, alors que ça ne fait pas de différence sur les autres races de chiens. Ça montre que les gens ont bien des stéréotypes à partir du comportement d'un individu. Ils vont généraliser ce comportement à tous les individus qui classent dans ce groupe. Et ça donne lieu à des discriminations. Et comme je le disais tout à l'heure, ici, les groupes sociaux, ils ne se font pas au niveau de l'espèce, qu'elle soit taxonomique ou perçue. Les gens sont bien conscients qu'il y a différentes races, entre guillemets, de chiens, mais à un niveau qui est plus spécifique. Même si le terme de race n'existe pas en taxonomie, je précise. Et des chercheurs et chercheuses se sont justement attachés à systématiser l'analyse des stéréotypes et leurs conséquences sur les individus. Alors, comme les autres animaux sont des groupes sociaux, on peut appliquer les outils de la psychologie sociale qu'on utilise habituellement pour les humains. C'est le cas d'un modèle qui a été développé dans les années 2000 et qui est appliqué aux autres animaux depuis quelques années, qui s'appelle le SCM pour Stereotype Content Model, ou modèle de contenu des stéréotypes. Alors je vais essayer d'être rapide, mais en gros, on perçoit les groupes à travers des stéréotypes qui varient selon deux dimensions, donc la chaleur, c'est-à-dire est-ce que les intentions des individus envers mon groupe sont bonnes ou pas. Ça va être par exemple des stéréotypes comme froid ou au contraire loyal, sociable, honnête. Et la compétence, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont les moyens, l'intelligence, la force physique, l'argent aussi, d'atteindre cet objectif. Ça s'appuie sur des stéréotypes comme stupide, impulsif ou au contraire intelligent. Avec ces deux dimensions, on peut établir 4 catégories, donc celles des groupes à haute chaleur et haute compétence, qui en Occident sont notre propre groupe et nos groupes alliés. Ensuite, les 2 catégories mixtes, c'est-à-dire faible chaleur, haute compétence ou forte chaleur, basse compétence. Donc pour les humains, ça va être par exemple les riches, les experts ou ce qu'on appelle les minorités modèles comme les personnes asiatiques. Et dans le second cas, les personnes âgées ou handicapées pour lesquelles on va les trouver bien gentilles mais pas très compétentes. Et finalement, celles des groupes de basse chaleur et basse compétence, qui sont les groupes qui sont les plus méprisés, notamment les pauvres, les immigrés et les sans-abri. Le contenu de ces groupes, il varie selon les cultures et les époques. Je n'ai pas trouvé de résultats français sur ces groupes-là, mais ici, c'est des exemples qui semblent être assez communs à travers les cultures. On a des données qui montrent que voilà, c'est assez stable. Et les autres animaux, ils peuvent être aussi classés selon ce modèle. Alors pareil, j'ai pas de données françaises, on a surtout des données américaines, mais on a des résultats qui sont pas très surprenants. Je pense qu'on aurait des trucs assez similaires en France. Alors les chiens, les chats, les singes, les chevaux, ils sont perçus positivement sur les 2 dimensions. A l'inverse, les animaux nuisibles ou dégoûtants comme les rats sont perçus négativement sur les 2 dimensions. Et dans les catégories mixtes, on a d'un côté les animaux qui sont considérés comme méchants mais compétents, comme les lions, les loups, les ours, et de l'autre, ceux perçus comme inoffensifs et inintéressants, typiquement les animaux dits d'élevage, les vaches, les hamsters, les cochons ou les lapins. Chaque catégorie de stéréotype, elle entraîne des émotions et des comportements spécifiques. Alors pour le groupe non humain le plus privilégié, ça va être surtout de l'affection et des comportements de protection et d'amour. En général, on prend assez soin des chiens, même s'ils restent victimes du spécisme. A l'inverse, pour les groupes perçus négativement, ça va être surtout du mépris qui peut donner lieu à des actions d'extermination. On peut penser par exemple aux rats, aux araignées, aux cafards, etc. Pour les groupes mixtes, là, c'est plus ambivalent. Pour le groupe des loups et des lions, ça peut varier entre l'émerveillement et un sentiment de menace, et ça peut donner lieu à la fois à des actions de protection, de préservation, et en même temps à des actions d'extermination, notamment quand il y a conflit sur les ressources. On pense par exemple au débat sur le loup par rapport aux éleveurs. Et pour les lapins, vaches, moutons, alors selon les études, c'est parfois de l'indifférence, parfois un sentiment de supériorité, et en termes de comportement, pareil, on a une certaine ambivalence. Mais ça donne lieu à des comportements qui peuvent être assez néfastes pour les individus, comme par exemple les laisser mourir sans intervenir. Et il y a bien un lien de cause à effet entre stéréotypes, émotions et comportements. Donc ça, c'est ce qu'ont montré Sevillano et Fisk, qui sont 2 chercheuses, dans une expérience de psychologie sociale en 2019. Elles ont montré que quand on manipule les stéréotypes d'un animal fictif, c'est-à-dire selon qu'on le présente comme intelligent ou stupide, ou amical ou pas, ça influence les émotions et les comportements des sujets qui peuvent être amenés, en fonction de ça, à aider les animaux, à les laisser mourir ou même à les tuer directement. Alors pour résumer, ce qui est important de retenir ici, c'est premièrement que le découpage humain-animal, il n'est pas suffisant
pour analyser la perception des autres animaux. Il est plus pertinent de parler de groupes sociaux au pluriel. Si vous voulez, on peut faire le parallèle avec le racisme. La distinction entre les groupes blancs et non blancs ou racisés, elle est pertinente, mais elle n'est pas suffisante. Si on veut avoir une analyse fine du racisme, notamment quand on s'intéresse aux stéréotypes et aux préjugés, c'est intéressant de faire des sous-groupes. C'est pas la même chose d'être perçu comme noir ou comme asiatique en France, même si dans les deux cas, on subit du racisme, ça ne s'appuie pas sur les mêmes stéréotypes. Par exemple, les hommes noirs sont plutôt perçus comme menaçants, alors que les asiatiques sont perçus comme plutôt dociles, voire intelligents, et ils constituent ce qu'on appelle une minorité modèle, ce qui n'empêche pas de subir du racisme, mais sous une forme différente. Et si on reste sur l'opposition blanc-non blanc, on ne peut pas analyser ces phénomènes. Pour les autres animaux, en fait, on est dans un cas similaire. Si on reste sur l'opposition humain-animaux, on ne peut pas analyser certaines dimensions du spécisme. Le deuxième point, c'est que les stéréotypes qu'on transmet à travers la culture, les conversations, les expressions, peuvent avoir un impact concret sur les émotions et donc le traitement des autres animaux. Donc attention peut-être aux stéréotypes qu'on participe à répandre. Et les stéréotypes au sujet des non-humains, ils ont aussi des répercussions sur les êtres humains. Typiquement, quand vous vous faites traiter de moutons, de pigeons ou de porcs, on s'appuie sur les stéréotypes attribués à ces animaux, c'est-à-dire la stupidité ou la saleté pour vous dénigrer. Quand vous vous montrez naïf ou sale, dans l'imaginaire collectif, vous vous rapprochez plus des moutons ou des cochons que des humains. Quelque part, en fait, on vous extrait du groupe social, des humains, pour vous placer symboliquement dans celui de certains animaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus d'animalisation. Et ce processus d'animalisation, il permet de justifier des trucs absolument horribles. Les juifs, notamment, ont beaucoup été animalisés. On le voit par exemple dans les affiches de propagande nazie qui mettent en avant une supposée menace des juifs en les comparant à des animaux qu'on perçoit comme dangereux ou dégoûtants, comme les araignées ou les serpents. Et le maintien de ces stéréotypes, il peut aussi s'appuyer sur une mauvaise compréhension de la notion d'espèce. Alors au début, j'avais mentionné le fait que la définition essentialiste de l'espèce, elle est totalement dépassée en sciences naturelles. Mais je vous avais aussi dit qu'on s'en débarrasse pas si facilement. Et en fait, on la retrouve dans la perception commune. Les gens ont souvent une vision essentialiste des espèces qui sont considérées à tort comme des groupes réels qui possèdent des caractéristiques fixes et intrinsèques. Et c'est exactement ce que fait Paul Sugy, donc qui est un opposant politique à l'antispécisme, pour défendre le spécisme. Dans cet extrait, il répond à l'argument des cas marginaux. Alors, pour expliquer rapidement, les spécistes ils vont souvent faire appel à des caractéristiques qui seraient le propre de l'homme, comme l'intelligence, la raison ou je ne sais pas quoi, pour justifier le suprémacisme humain. Et on peut opposer à ça l'argument des cas marginaux. Si on prend au sérieux cet argument, est-ce que des êtres humains qui n'auraient pas cette capacité de propre de l'homme ne devraient pas être privés de droits, exploités et traités comme on traite aujourd'hui les autres animaux ? Ce serait en fait la conséquence logique de cet argument. Et là, Sugy nous répond que comme cette privation, elle est accidentelle dans le cas des humains, il reste membre de l'humanité qui, dans son ensemble, a de telles capacités. Alors évidemment, cet argument, il n'est pas bon parce que ça ne change rien au fait que l'individu en question n'a pas ces capacités qui sont censées justifier son traitement privilégié. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est que Sugy nous fait de l'essentialisme. On en revient à la définition de l'espèce promue par Linné, où il y aurait une essence commune à l'humanité qui ne peut pas être perdue, quoi qu'on fasse, et où les variations individuelles, qui ne correspondent pas au type de cette espèce, sont simplement des erreurs, des accidents qui ne remettent pas en cause l'appartenance d'espèce. Il a en fait un raisonnement fixiste, où certaines caractéristiques sont considérées comme typiques du groupe et sont naturellement possédées par les membres de ce groupe, qui sont donc contraints et définis par leur essence. Donc il y a un intérêt stratégique en fait à déconstruire cette notion d'espèce et à informer le grand public sur l'état du débat scientifique actuel à ce sujet. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là ? On arrive vers la fin. Ok, donc pour finir, dernier point, je vais parler rapidement d'éthique environnementale. Alors comme j'ai dit plus haut, les espèces, elles sont très souvent mobilisées dans le cadre de politique environnementale. Donc, certaines personnes défendent même l'idée que les espèces ont une valeur en elles-mêmes. Dans ces citations, on voit que les auteurs se focalisent sur la préservation des espèces et assument même un certain mépris des intérêts des individus sentients, c'est-à-dire les individus qui peuvent avoir des expériences positives ou négatives. Donc, par exemple, Rolston, il nous dit « Les espèces ont une valeur intrinsèque et sont généralement plus précieuses que les spécimens individuels ». D'ailleurs, il parle de spécimens, qu'il les considère en fait comme des représentants de l'espèce et pas comme des individus à part entière.
cette façon de penser, c'est une forme d'écocentrisme, c'est-à-dire une position d'éthique environnementale qui dit que des entités comme les écosystèmes, les océans, la nature ou les espèces, justement, ont une valeur en eux-mêmes, indépendamment du fait que des êtres sentients en bénéficient ou pas. Et ça mène à des situations absurdes et très difficiles à justifier moralement. Par exemple, pour reprendre le Pisli, ou le gros lard de tout à l'heure, il se trouve que l'un d'entre eux a été tué par un chasseur canadien. Sauf qu'au Canada, tuer des ours bruns à cette époque, c'était illégal, mais pas des ours blancs. Donc selon que l'individu tué est considéré comme un ours blanc ou comme un ours brun par le juge, le type aurait pu se prendre une peine de prison et une amende. Donc autrement dit, pour un même individu, l'espèce dans laquelle il est classé a une influence directe sur la possibilité de le tuer et les sanctions qui sont encourues en cas de meurtre. Autre exemple, aux États-Unis, il y a eu un gros débat sur si les loups de l'Est étaient génétiquement purs ou pas pour décider de les inclure dans le Endangered Species Act, qui est donc la loi de protection des espèces aux États-Unis. En fait, les populations hybrides, elles sont considérées souvent comme moins précieuses à cause du concept biologique de l'espèce qui considère l'hybridation comme une forme d'accident. Et donc, parce qu'on se focalise sur la pureté génétique de l'espèce, on oublie que derrière, il y a des individus dont on autorise la mise à mort ou pas. Autre exemple, c'est celui des politiques de conservation par les zoos. Ici, pour préserver l'espèce, on enferme parfois des individus et on peut les forcer à se reproduire, même quand c'est contraire à leurs intérêts. Probablement que le dernier ours ou le dernier rhinocéros blanc, il n'en a rien à faire que l'espèce disparaisse. Lui, c'est un concept qu'il a probablement même pas en tête. Voilà, c'est nous qui posons des cases sur les autres individus. En revanche, il a un intérêt à ne pas être enfermé dans une cage. Inversement, on en arrive à tuer des individus sous prétexte que l'espèce n'est pas en danger, voire qu'ils seraient trop nombreux. Mais il faut bien se rendre compte que ce trop nombreux, il dépend en partie de comment on fait les groupes. On se rappelle de la lorotte du tabac tout à l'heure, dont les individus se répartissent dans 1 à 48 espèces, selon comment on compte. Donc autrement dit, selon la définition de l'espèce qu'on choisit, le nombre d'espèces et la taille des populations varient, ce qui influence les décisions politiques. Et justement, je le disais, les mesures écologiques, elles sont très souvent focus sur l'espèce. On développe des outils et on prend des décisions à partir des catégories d'espèces, alors que c'est critiquable d'un point de vue scientifique et que, comme on vient de le voir, ça peut avoir des conséquences qui sont délétères sur les individus. Est-ce que le point rapide sur les politiques écologistes, c'est OK pour tout le monde ? OK, parfait. On arrive donc sur la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Déjà, l'espèce, c'est à la fois une notion naturaliste, plus exactement une construction sociale naturalisée, c'est-à-dire perçue comme naturelle, qui peut être certes pratique, mais qui est aussi floue et critiquable, voire considérée comme dépassée par certains chercheurs et chercheuses. Mais c'est aussi et surtout une notion sociologique qui permet d'analyser les autres animaux comme n'importe quel autre groupe social, en s'intéressant aux processus sociologiques, à leurs contours, aux stéréotypes, aux préjugés, aux comportements à l'égard des individus de ces groupes. Sur le plan stratégique, ça implique plusieurs choses. Premièrement, de souligner le décalage entre l'état de la recherche, qui dit que l'espèce est à minima une notion floue, complexe et discutable, voire obsolète, et l'opinion du grand public, qui perçoit l'espèce comme une notion claire, qui délimite des groupes réels, objectifs, naturels. En bref, il faut dénaturaliser la notion d'espèce. Et pour ça, j'ai envie de dire partager ma conférence. Et deuxièmement, il faut insister sur la dimension sociale de l'espèce, qui est plus pertinente pour analyser nos rapports aux autres animaux. Et je pense qu'on gagnerait justement à redéfinir ce qu'est le spécisme au regard de cette analyse sociologique. Comme la conception d'espèce au sens naturaliste, elle fait débat, qu'on ne se base généralement pas sur des définitions scientifiques de l'espèce et qu'on discrimine des individus non humains à des niveaux plus spécifiques ou plus généraux que celui de l'espèce perçue, je pense en fait que c'est pas tout à fait juste de dire que le spécisme est une discrimination sur l'espèce. On pourrait par exemple parler d'une discrimination arbitraire et d'un système d'oppression basé sur l'appartenance supposée à un groupement non humain ou à un groupement animalisé. Ou alors, à minima, ça me semble pertinent de parler d'espèce sociale, même si on maintient le terme d'espèce, pour pas rester dans une conception très biologisante de l'analyse de l'oppression. Et pour finir, ça nous donne aussi un nouvel argument contre le spécisme. Historiquement, le mouvement il s'est construit sur une rhétorique qui consiste à dire que le spécisme n'est pas justifié parce que l'espèce n'est pas un critère de discrimination moralement pertinent, ce qui est vrai.
Mais la déconstruction de la notion même d'espèce, elle nous permet de mobiliser une autre rhétorique, qui est de dire que le spécisme n'est pas justifié parce que les espèces ne sont pas réelles. De la même manière, l'antiracisme s'est beaucoup appuyé sur cette logique. Le racisme n'est pas justifié parce que les races n'existent pas. Alors il ne s'agit pas du tout de dire qu'on devrait abandonner le premier argument au profit de l'argument de la non-existence des espèces. Je pense d'ailleurs que le premier argument est plus solide, parce qu'il serait toujours valable même si les groupes étaient réels. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Et stratégiquement, on peut éventuellement combiner ces approches ou utiliser l'une ou l'autre selon le contexte, par exemple, comme je l'ai dit, sur les questions d'éthique environnementale. Voilà, on est sur la fin de cette conférence. Alors je vous ai mis la bibliographie ici par partie. Je vous ai mis aussi quelques ressources complémentaires que je vous conseille d'aller voir si le sujet vous intéresse. Alors j'ai mis un peu de tout. Le premier, c'est une conférence de Guillaume Lecointre, qui est systématicien, c'est-à-dire les gens qui classent les organismes, qui explique comment fonctionne la théorie de l'évolution et qui démonte quelques idées reçues sur le sujet. Le graphique que vous avez vu au tout début, je l'ai pris de cette conférence. Ensuite, on a une conférence de vulgarisation de Sébastien Moreau, Cervelle d'oiseau, l'insupportable hiérarchie des espèces, où il se penche justement sur l'idée que certaines espèces seraient plus évoluées que d'autres, ce qui n'a aucun sens du point de vue scientifique. La vidéo suivante, c'est en anglais, mais cette fois c'est un philosophe qui présente du coup le problème des espèces et qui décortique très clairement les arguments. Je me suis beaucoup appuyée sur ces vidéos pour cette conférence. Finalement, on a une autre vidéo en anglais de la philosophe Silko, qui analyse donc le lien entre spécisme et racisme grâce à une analyse sociologique. En français, on a Axel Pleyou-Bror qui fait donc un travail similaire d'analyse sociologique, mais en s'appuyant sur la pensée féministe matérialiste qu'elle transpose à nos rapports avec les autres animaux. Donc ça, c'était par rapport à la distinction humain-animal, ces deux dernières vidéos. Dans les écrits, il y a le livre de Michler, un botaniste donc, qui résume le débat sur le problème des espèces et qui propose des solutions pour le résoudre. C'est un gros pavé scientifique, mais c'est très intéressant. Et finalement, un article sur l'essentialisme que j'ai trouvé vraiment très intéressant. L'autrice, donc Anne Phillips, elle décompose les différentes dimensions de l'essentialisme dans le cas, en prenant l'exemple du féminisme. Et voilà, c'est un article que j'ai trouvé très très constructif. Je voudrais aussi remercier rapidement les personnes qui m'ont aidé sur cette conférence. Je vous invite à suivre leur contenu. Il y a notamment quelques-unes des personnes, Flibidi et Johan, que vous pouvez aller voir au stand où je suis aussi d'ailleurs. Donc voilà, merci à toutes ces personnes. Puis merci à vous aussi. Et évidemment, je vous renvoie vers mon propre travail. Alors ici, je vous ai mis 2 exemples de ce que je fais. Il y en a plein d'autres. Pareil, vous pouvez passer au stand. Il y a quelques travaux que j'ai faits. Et du coup, voilà, me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse, notamment Instagram. Donc merci beaucoup pour votre attention. Juste boire un coup, vous laissez le temps de formuler vos questions et je les prends si vous en avez. Voilà.